Poursuivons donc les travaux de notre commission d'enquête avec l'audition cet après-midi de M. François Carlier. Bonjour monsieur, délégué général de l'Association nationale de défense des consommateurs et usagers, CLCV, monsieur Antoine Autier, c'est ça, responsable des études et du lobby de l'UFC Que Choisir, madame Lucille Buisson, chargée de mission énergie, transport et environnement, également à l'UFC Que Choisir. Bonjour madame. Nous avions, pour la clarté, la transparence, nous avions aussi invité madame Caron, vice-présidente de la Confédération des petites et moyennes entreprises, la CPME, pour des raisons d'impondérables, elle n'a pas pu être présente, donc la CPME répondra à nos questions sous forme écrite. Voilà, il m'est choix de vous faire prêter serment, donc, avant de vous donner la parole. Donc, je vous rappelle qu'un faux témoignage devant notre commission d'enquête est passible des peines prévues aux articles 434-13, 14 et 15 du Code pénal, et notamment de 5 ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende. C'est une drôle façon de débuter, mais je me dois de rappeler la loi. Et donc je vais vous inviter chacun à votre tour, si vous, notamment pour le FCE Que Choisir, si vous devez vous exprimer tous les deux, parce que parfois il y a plusieurs personnes et il n'y en a qu'une qui s'exprime. Si vous vous exprimez, donc je vais vous faire prêter serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, en levant la main droite et en disant je le jure. On va commencer donc par monsieur Carlier. Je vous remercie, monsieur. Vous vous exprimerez, madame Caron? Oui. Oui. Donc allez-y. Madame Caron, c'est... Pardon, madame Buisson, excusez-moi. Merci, madame. Excusez-moi. Et monsieur Autier? Merci, monsieur. Rapidement, donc, je rappelle que le Sénat a constitué le 18 janvier dernier une commission d'enquête sur le thème de la production, de la consommation et des prix de l'électricité aux horizons 2035 et 2050. Donc on centre nos travaux sur le système tel qu'il est aujourd'hui et ses évolutions. Est-il en capacité, ce système, de faire face à la demande, d'offrir aux particuliers et aux entreprises une électricité à un prix raisonnable? Quelles sont ses perspectives de développement? C'est la question centrale de la commission d'enquête. Donc notre audition va porter sur les enjeux, les impacts du prix de l'électricité sur les ménages et les petites et moyennes entreprises, donc surtout sur les ménages cet après-midi. Comment analysez-vous les enjeux, les impacts potentiels de la régulation du nucléaire post-ARENH pour les consommateurs finaux, entreprises ou ménages? Comment voyez-vous l'avenir des tarifs réglementés de vente d'électricité qui, en tout cas pendant la période qu'on vient de connaître, ont été très peu protecteurs des consommateurs? Quel est votre point de vue sur la fiscalité de l'électricité? Mais ils l'ont été, ils le sont par ailleurs, protecteurs. De très lourds investissements sont annoncés sur les réseaux, de transport comme de distribution. Comment envisagez-vous dans ce cadre l'évolution du tarif d'utilisation du réseau public d'électricité, le TURP, qui est en révision? Comment permettre aux consommateurs de mieux gérer leurs données et leur profil de consommation à des fins d'optimisation de cette consommation? Est-ce que vous êtes favorable, par exemple, à ce que l'on passe d'un système de opt-in à un système de opt-out? En clair, d'un système où la communication des données de consommation aux fournisseurs d'électricité n'est possible que si le consommateur l'a explicitement demandé, à un consommateur ou un système où cette communication est automatique, donc si le client s'y refuse. Voilà quelques thèmes sur lesquels notre rapporteur Vincent Delahaye va vous interroger, ainsi que mes collègues. Je vais lui passer la parole en quelques instants avant de vous la donner, la parole. On va organiser l'audition en quatre temps. D'abord, on va vous laisser 10 minutes à chaque organisation donc pour un propos liminaire. Donc voilà. Vous vous organiserez notamment au niveau de l'UFC Que Choisir. Donc cela sera suivi d'un temps de questions-réponses, en particulier avec Vincent Delahaye, notre rapporteur. Ensuite, on donnera la parole, bien évidemment, aux collègues présents et on vous laissera répondre aux questions. Voilà, je donne la parole à monsieur le rapporteur. Merci, monsieur le président. Bonjour à tous. Effectivement, l'électricité, c'est aujourd'hui quelque chose qui est au cœur
des enjeux de transition écologique, énergétique et en même temps pour les particuliers et consommateurs. C'est vrai que c'est quelque chose dont on n'entendait pas forcément parler il y a 20 ans, qui aujourd'hui est devenu assez important, parce que notamment du fait des prix qui ont évolué quand même à la hausse et surtout de la volatilité de ces prix aussi, et qui rend parfois un peu difficile effectivement les anticipations et puis aussi les règlements pour un certain nombre de compatriotes. Et puis en même temps, il y a eu des évolutions quand même assez sensibles avec les compteurs Linky, avec pas mal d'informations sur les consommations. Et on sent bien qu'il y a une nécessité aussi d'aller vers la sobriété, vers de l'efficacité énergétique, et aussi des évolutions peut-être dans les modes de consommation et dans la programmation des différents équipements qui peuvent consommer de l'électricité. Donc ça nous intéresse d'avoir votre avis, hein, vous qui représentez les consommateurs, d'avoir votre point de vue, pas uniquement sur les retours que vous avez, mais sur la façon dont vous verriez évoluer, puisque on se projette plutôt vers l'avenir, hein, pour voir un peu comment on peut améliorer l'ensemble du système et puis faire en sorte d'avoir un prix qui soit le plus bas possible, et en même temps une facturation qui soit incitative aux économies d'énergie, et à consommer moins et à consommer mieux. Donc voilà un petit peu les enjeux. Donc si vous pouvez nous aider à y voir un peu plus clair sur tous ces sujets, ça nous aidera. Et comme le disait le Président, il y a un propos introductif de 10 minutes. C'est vrai qu'on vous demande de bien le respecter pour permettre quand même d'avoir le temps d'échanger à la fois avec moi comme rapporteur, mais aussi avec les membres de la commission qui voudront poser des questions. Monsieur le Président. Merci. Je donne la parole au CLCV. Monsieur Carlier, vous avez 10 minutes. Vous pouvez appuyer sur le bouton. Oui. Oui, merci Monsieur le Président, merci Monsieur le rapporteur, merci aux sénateurs présents. CLCV, Association de défense de consommateurs, avec une activité assez prépondérante sur la pratique contentieuse, c'est-à-dire la police de marché de détail. Je crois qu'on en est à 16 ou 17 actions en justice engagées dans le secteur de l'énergie depuis 2018 à peu près. J'ai 3 points dans le propos liminaire. Bon, premièrement, rappeler que le marché de détail a été ouvert en 2007. Et que nous, il y a plein d'ouvertures de marché de détail sur lesquelles on était très favorable, les télécoms, les transports aériens, etc. Celle-là, en fait, était une ouverture à la base totalement inutile, totalement futile. Ça ne sert à rien. C'est-à-dire qu'en fait, en réalité, d'avoir des fournisseurs qui en fait ne produisent pas, où il n'y avait pas de rupture technologique qui permettait vraiment de créer une innovation quelconque, il n'y en a pas eu de créer. Résultat, il n'y a pas de valeur ajoutée. Quand il n'y a pas de valeur ajoutée, l'ouverture est futile. Alors longtemps, on disait juste que c'était futile, et puis après, c'est devenu toxique. Toxique parce que quand vous avez une ouverture où l'objectif, c'est de faire rentrer le maximum de fournisseurs, presque n'importe qui, 30, 40, 50, 70, 90, où ils n'ont pas de valeur ajoutée, où ils n'ont pas de différenciation entre eux, résultat, à un moment donné, c'est une compétition de dingue, en fait. Et forcément, il y a un pan de ce marché, et qui est au-delà de quelques brebis galeuses, qui est dans la pratique commerciale déloyale. Alors, quand les prix sont bas, c'est le démarchage agressif et la vente forcée. Il y a eu les amendes de sanctions, et nous avons fait condamner définitivement le groupe Eni sur ses fondements, pour notre part. Donc, c'est le démarchage agressif, trompeur. Et puis, quand il y a une crise de l'énergie, c'est la rupture contractuelle, c'est les consommateurs qui ont été maltraités d'une manière absolument incroyable. Ce qui permet de dire d'ailleurs que le tarif réglementé a, quoi qu'il arrive, un intérêt, quoi qu'il arrive, souvent on l'oublie, c'est la sécurité contractuelle. Si on n'avait pas eu les 2/3, 60-65% des Français au tarif réglementé, des services de pratique contentieux comme le nôtre, on aurait été absolument dévastés. Parce que par contre, sur le TRV, on est peinard. Vous voyez, excusez ma franchise, globalement, il n'y a pas de pratique trompeuse. On vous a demandé de la franchise. Exactement. Et en fait, ce que je veux faire passer comme idée, c'est qu'il faut, maintenant qu'on a passé le premier pan de la loi NOM, qui était un peu de construction d'un marché, il faut arrêter avec cette idée d'un marché de détail ouvert à tous les vents. Donc, alors, introduire évidemment des mesures de régulation prudentielle sur la couverture, sur les autorisations de fourniture.
les dispositions qu'il y a dans le droit de la conso, dans le futur projet de loi, ne sont pas bonnes du tout. Vraiment, on y reviendra, il ne faudra pas les adopter selon nous. Mais il faut surtout avoir la philosophie, en finir avec cette politique, parce que c'est la politique de ce market design, qui est de vouloir absolument construire un système pour qu'il y ait 50 fournisseurs sur un marché. Ce qui me permet d'en venir au tarif réglementé, qui est le point le plus important, c'est que le tarif réglementé, en réalité, a été très maltraité parce qu'il est basé sur le principe de la contestabilité. La contestabilité, c'est qu'il faut que ces 50 fournisseurs puissent être moins chers. Il faut que ces 50 fournisseurs puissent toujours faire des pubs dans le métro pour dire « je suis moins cher, venez chez nous ». Le TRV est construit comme ça. Alors, ce qui est à la fois absurde et je trouve un peu obscène, résultat, il y a eu des augmentations très fortes du tarif réglementé par la CRE lors de la crise de l'énergie en lien avec la hausse du marché de gros, ça c'est indéniable. Mais par ailleurs, une foule de règles absolument incroyables créées notamment quand même par la CRE pour à chaque fois faire que les 50 fournisseurs soient viables. Donc pour le TRV 2022, c'était la période d'écrêtement du 1er à 15 décembre qui déterminait le prix du complément ARENH. Et c'était juste entre le 1er et 15 décembre, à un moment où les prix ont flambé, on leur a dit on pense que vous pouvez changer la plage pour éviter d'avoir un TRV qui augmente trop. La CRE a dit non parce qu'il faut que les fournisseurs alternatifs puissent se couvrir sur cette période. Passons. Donc résultat, il a flambé en 2022 en partie là-dessus, beaucoup là-dessus. Et en 2023, les demandes ARENH au moment du guichet, ça a été la grande fête. On a demandé 160 TWh d'ARENH et la CRE l'a accrédité, alors que c'était des demandes qui étaient tout à fait exagérées. Et elles sont venues plomber le TRV, parce qu'elles ont augmenté le complément ARENH. En réalité, le bouclier tarifaire, évidemment, a sauvé la mise. Et il a beaucoup protégé les Français, c'est vrai. Mais il a beaucoup coûté aux contribuables, vous le savez mieux que moi. Le truc, c'est qu'on l'a mis en place pour protéger les Français, mais aussi parce que je pense que s'il avait fallu dire en 2023, le TRV augmente de 99%, c'était ça le calcul de la CRE, et qu'il aurait fallu, là les gens ont été furieux, il aurait fallu rentrer dans une explication sur c'est parce que le guichet ARENH est tombé à 160 TWh et que donc ça vient, etc., etc. Et les gens se redit mais c'est complètement dingue, c'est complètement dingue. Et donc le bouclier tarifaire a aussi servi de passer sous le tapis, le fait que le tarif réglementé est par terre dans son design. Là-dessus, on y reviendra. On a un propos très clair. Il s'agit que le TRV, ça soit le coût complet optimisé d'EDF. Le coût complet d'optimisé d'EDF, rien d'autre. Il ne faut pas que ce soit en dessous. Il ne faut pas que ce soit un prix prédateur. Ça, c'est normal. Mais par contre, cette notion de contestabilité qui existe dans le droit de la concurrence, mais qui a été déclinée de manière extrême, messianique par les institutions de l'énergie à Bruxelles et en France, il faut en sortir. C'est-à-dire que l'idée, on ne peut pas continuer de faire un tarif réglementé pour que 50 fournisseurs soient toujours viables. À un moment donné, cette période-là s'arrête en 2026, et donc le tarif réglementé, ça doit être le coût complet d'EDF optimisé. Et le optimisé sera mon dernier propos. Évidemment, EDF a pu avoir des vraies difficultés sur le design de la loi NOM, et il faut le reconnaître, mais il faut aussi dire des choses justement sur le prix du nucléaire, à savoir que d'abord, la crise de l'énergie s'explique en partie par le phénomène de la corrosion et la baisse de la production d'EDF. Deuxième chose, en réalité, la baisse de production nucléaire d'EDF date d'avant la crise de la corrosion. Hein. À partir de 2016-2017, la dispo baisse. Troisièmement, il y a quand même des méthodes de gestion du nucléaire d'EDF qui posent question. Je pense notamment à la modulation du nucléaire. Hein. Vous savez, ce concept qui consiste à faire du stop and go un peu heure par heure ou jour le jour. C'est ce qu'on appelle une gestion en valeur d'usage. C'est-à-dire qu'en fait, en fonction des prix et des arrêts, on fait varier la production nucléaire. Ce qui fait que du coup, la marginalité gaz a tendance parfois à apparaître alors qu'elle n'était pas censée être là sur ce créneau de jour. Et donc, marginalité gaz, on a un prix plus élevé, mais parce qu'en partie, il y a de la modulation nucléaire. Alors, on nous dit que c'est une bonne façon d'optimiser les prix, la modulation nucléaire. Est-ce que c'est optimiser les prix pour EDF ou pour le consommateur? La question se pose. Et en ce qui concerne le dispositif du post-ARENH, là, je dois dire qu'avec mes confrères, on avait vraiment essayé de se dire
au gouvernement. On n'a pas envie d'une négociation de marchand de tapis un peu glauque autour du prix. Moi, je propose 49, moi, je propose 53, bon, etc. On dit d'abord, ayons un grand débat sur la gestion du nucléaire et par exemple sur ce que je viens de vous expliquer. Bon, résultat, le gouvernement et EDF ont fait un deal dans leur coin. Ils ont sorti, alors la CRE a sorti 62 €, là, le dispositif est en gros envisageait du 70-78 €. Je tiens quand même à faire quelques rappels. Aux États-Unis, le nucléaire amorti sort à un prix de 30 $. En Finlande, il sort à 30 $. Bon. Alors, je veux bien que sur des trucs de sécurité ou autres, on puisse dire, en fait, avec la France, ça fait 40 ou 45 ou 50. Possible. Mais c'est 30 $ aux États-Unis et en Finlande. Je crois que vous allez bientôt auditionner Cédric Lewandowski d'EDF. Je serais intéressé que vous posiez la question. Qu'est-ce qu'il pense du prix nucléaire à 30 $ aux États-Unis? En réalité, une bonne partie de la réponse, c'est qu'aux États-Unis et en Finlande, la disponibilité est excellente. Est excellente. Et en fait, ce qui se passe, c'est que EDF, ayant des aléas sur sa disponibilité, dit donc c'est plus cher. Et donc, il faut mettre ça sur la carte bleue du consommateur. Les sénateurs et sénatrices sont souvent décisionnaires dans les collectivités locales. Vous le savez, vous, dans les utilities que vous avez sous votre responsabilité, dans l'eau, dans les déchets, si un exploitant n'est pas au rendez-vous en termes de performance, il ne peut pas dire « bon, c'est plus cher ». Non, il y a une discussion quand même au siège de la communauté d'agglomération en disant « bon, vous avez eu un problème, d'accord, mais on va partager quand même le fardeau du problème ». Vous voyez ? Donc, on ne peut pas simplement, là, je suis désolé de dire, ce qu'a fait Bruno Le Maire, c'est de dire « bon, comme vous avez des problèmes, on met le prix cher ». Et on le plafonne à un niveau très élevé. Il y a vraiment une discussion à avoir de fond sur la gestion nucléaire et le prix du nucléaire, en regardant quand même ce qui se passe à l'étranger et en tenant compte quand même, je le rappelle, que le dispositif loi NOM, et notamment à Rennes, a aussi créé des difficultés auprès de notre opérateur historique et qu'il faut aussi tenir compte de ces difficultés. Voilà, j'en ai fini sur mon propos liminaire en espérant avoir tenu le timing. Merci. Vous répartissez le temps ou un parle pour l'organisation? Ok, très bien. Allez-y, monsieur. Merci, Monsieur le Président. Merci aux membres de la commission d'enquête de recevoir l'UFC Que Choisir, plus largement les représentants des consommateurs. Ce n'est pas un usage qui est systématique dans le cadre d'autres commissions. On considère qu'évidemment, il est important dans ces sujets liés à l'énergie de recueillir les analyses que peuvent avoir les associations de consommateurs. L'UFC Que Choisir suit bien entendu ces problématiques liées au prix de l'électricité. On l'a fait de manière relativement récente. Pour vous dire, au début, les libéralisations en 2007, c'était un peu un non-sujet pour nous. En tout cas, le mot d'ordre qu'on avait auprès des consommateurs, c'est rester au tarif réglementé, parce que jusqu'à la loi NOM, il n'y avait pas de problématique, notamment sur la réversibilité, c'est-à-dire si vous quittiez le TRV, vous ne pouviez pas revenir. Après, il y a eu une réversibilité transitoire, et puis on disait que de toute façon, cette réversibilité allait s'arrêter. Donc on disait, ne prenez pas de risque d'aller sur les offres de marché, parce que vous n'avez pas la certitude de pouvoir retourner sur le tarif réglementé. Après, il y a eu la loi NOM, et finalement, ça n'a pas vraiment changé grand-chose pour les consommateurs jusqu'en 2015. Quand on regarde en 2014, la part de marché du tarif réglementé est de 94%, il me semble. Donc ça reste quand même prépondérant. Et c'est en 2015 qu'il y a deux événements qui font que les choses changent dans le système et pour les consommateurs. Comme le rappelait l'une des causes évoquées déjà par François Carlier, c'est le changement de méthode de calcul du tarif réglementé, avec la mise en œuvre de la méthode dite de l'empilement des coûts, qui a fait que quasi structurellement, le tarif réglementé devenait un prix plafond du marché. Donc ça offrait un espace économique à la concurrence. Au même moment, en 2015, on assiste à une baisse très importante des prix de l'électricité sur les marchés de gros, ce qui fait que les fournisseurs alternatifs vont s'approvisionner sur les marchés de gros, peuvent proposer des tarifs beaucoup plus intéressants que ceux du tarif réglementé, avec les problèmes évidemment que cela engendre pour EDF, c'est-à-dire l'asymétrie, c'est-à-dire un système qui oblige EDF quand les fournisseurs alternatifs font des demandes à Rennes, mais qui ne protège pas EDF dans les situations où les prix sur les marchés
sont bas. Résultat des courses, en 2016 par exemple, les demandes à Rennes, 0. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune demande à Rennes et donc EDF était obligé de brader en quelque sorte sur les marchés son énergie. Donc à partir de 2015, on assiste à une hausse de la part de marché des fournisseurs alternatifs. Et à partir de 2016, quand les prix sur les marchés commencent à augmenter, à une augmentation très importante des demandes à Rennes. Et là, on voit le plafond à Rennes qui arrive. Et donc, nous, à l'UFC-Que Choisir, on disait, attention, il faut faire quelque chose. Parce que si on n'augmente pas le plafond à Rennes, la conséquence mécanique va être une augmentation des factures payées par les consommateurs et particulièrement les consommateurs qui sont au tarif réglementé de vente. Eux n'ont rien demandé, ils sont au tarif réglementé de vente et on va leur dire vous allez payer plus cher parce qu'il y a un écrêtement de l'AREN. Donc nous, on demandait ça. Encore une fois, on ne le demandait pas pour faire plaisir aux fournisseurs alternatifs. On disait que, compte tenu du dispositif, du cadre actuel, l'atteinte et le dépassement du plafond de l'AREN, c'était finalement un impact inflationniste assuré pour l'ensemble des consommateurs. Donc, on demandait la hausse de ce plafond. Alors qu'on a obtenu dans la loi climat-énergie de 2019, alors même si c'était une possibilité laissée au ministre de l'économie d'augmenter le plafond, ce plafond n'a pas été augmenté jusqu'en 2022 et on a vu que 2019, 2020, 2021, déjà, les prix ont commencé vraiment à énormément augmenter pour les consommateurs. Nous, on avait regardé entre 2010 et 2020, il y avait une hausse de moyenne de 50% des factures d'électricité payées par les consommateurs. Alors, les pauvres n'avaient encore rien vu, parce qu'aujourd'hui, quand on regarde ce qui s'est passé depuis 10 ans, c'est plus 80%, avec plus de la moitié de l'augmentation qui a eu lieu au cours des 3 dernières années. Donc on voit bien que finalement le pire était malheureusement devant nous, mais il était anticipable. En 2022-2023, en effet, alors avec les boucliers tarifaires, c'est devenu presque en partie un non-sujet, le plafond de l'AREN pour les consommateurs. C'était un sujet vraiment pour les pouvoirs publics en termes de financement. Mais le point important pour nous, avec la mise en place des boucliers tarifaires, on entendait bien le discours du ministre, de dire estimez-vous heureux finalement, vous consommateurs, parce que grâce à nous, vous payez beaucoup moins cher que ce que payent nos voisins européens. Nous, on n'est pas très sensibles à ce discours, pour dire les choses, parce qu'on considère que c'était la moindre des choses en termes de correctif, finalement, d'un dysfonctionnement de la régulation du marché. En temps normal, c'est-à-dire hors écrêtement de l'AREN, il y avait à peu près 68% de la facture, enfin de la partie approvisionnement de la facture des consommateurs qui était couverte par l'AREN. Cette année, il y a 45% uniquement de l'approvisionnement des clients qui sont arrivés qui est couvert par l'AREN. 55% de l'approvisionnement du TRV est en lien avec les prix sur les marchés internationaux. Et donc, on se demande comment, dans un pays où, globalement, on a plus de 90% de la consommation d'électricité qui est assurée par les moyens domestiques, il y a moins de 10% d'importation sur la consommation, alors comment se fait-il qu'on ait plus de la moitié de l'approvisionnement qui soit dicté par les prix sur les marchés internationaux, qui, eux, en plus, sont dictés par les prix du gaz, globalement. Donc, voilà, il y a un défaut de construction dedans. Il n'est pas normal qu'on dise aux consommateurs vous payez un prix de l'électricité qui est majoritairement représenté par les prix sur les marchés internationaux. Donc ça, c'est un dysfonctionnement, mais qui résulte strictement de la régulation française. C'est-à-dire que globalement, on a rendu les consommateurs captifs des prix sur les marchés internationaux. Et donc, c'est vraiment l'enseignement majeur. Alors, on a eu un rapport de la Cour des comptes de 2022 qui avait tiré le bilan finalement des conséquences de l'AREN pour EDF, alors qu'il avait montré plutôt que c'était à peu près neutre sur la période considérée. Si on est en 2022, ça a été plutôt très défavorable, et notamment avec les conditions dans lesquelles la hausse du plafond de l'AREN à 120 TWh s'est effectuée, c'est-à-dire très tardivement. EDF avait déjà vendu ses volumes. En 2023, par contre, l'écrêtement a été très bénéfique pour EDF. EDF a engendré des résultats très importants. Et ça, très clairement, c'est parce que EDF fournit moins aux consommateurs que par le passé d'électricité au tarif AREN. Des échanges aussi qu'il peut y avoir. Est-ce que le prix de l'AREN est bon ou pas? On ne sait pas. Nous, on a demandé depuis le début, avec une transparence évidemment sur le prix de l'AREN, et que les consommateurs payent le prix évidemment au regard des coûts engendrés, bien entendu, coûts complets engendrés par EDF.
Donc, on voit bien que EDF avait un intérêt à avoir, en quelque sorte, un écrêtement de l'Arenh. C'est-à-dire moins de clients TRV parce qu'il y avait plus de demandes d'Arenh, parce que plus de consommateurs en offre de marché. Et puis, chaque consommateur avait le droit à moins d'Arenh. Donc, ça fait plus de valorisation possible d'Arenh sur les marchés par EDF. Et donc, c'est avec ce constat majeur selon lequel la régulation est centrale pour les consommateurs, pour savoir ce qu'ils vont payer, qu'on s'est dit, voilà, il faut penser l'après-loi NOM avec cet objectif de permettre aux consommateurs d'avoir de payer un tarif représentatif des coûts de production de l'électricité en France. Donc on demandait, avec la CLCV notamment, se dire, voilà, il faut faire ce qui a été fait dans le cadre de la loi NOM. Vous savez que la loi NOM découle du fameux rapport Chamsor, c'est-à-dire qui avait été demandé par le gouvernement, où il y avait dans cette commission 2 sénateurs, 2 députés, 4 personnalités qualifiées, et qui avaient auditionné les différentes parties prenantes, la CLCV, l'UFC Que Choisir pour les consommateurs, et qui avaient fait des propositions qui avaient été très largement reprises dans le cadre de la loi NOM. On pensait que c'était plutôt une bonne méthode. Donc nous, on prenait auprès du gouvernement la mise en place de cette commission du même genre. Alors on nous disait oui, on va voir, on va réfléchir, vous allez voir, et on a vu. C'est-à-dire le gouvernement communique, on a négocié un accord avec EDF en prenant l'avis de personnes, peut-être même pas les parlementaires, ce qui est problématique. Et voici le projet qu'on vous propose. Et là, évidemment, on a des critiques sur ce projet, qui sont en lien avec les constats qu'on a dressés précédemment. Alors il y a au moins 3 limites qu'on peut émettre. Première limite, c'est le fait que la régulation ne concerne que le nucléaire. On peut se dire, après tout, il serait logique de se dire que la régulation peut s'étendre, par exemple, à la grosse hydroélectricité. C'est-à-dire, voilà, c'est quand il y a une sorte de monopole sur un moyen de production, en public ou sous forme de concession. On se dit, voilà, il y a matière à intégrer aussi cette production dans le périmètre régulé, ce qui peut garantir aux consommateurs d'avoir 80% finalement de la facture qui soit en lien avec les coûts de production de l'électricité en France, et ce qui offre en plus une perspective de stabilité des prix au cours des prochaines années. Donc on n'a pas eu ça. Il reste quelques minutes qu'on puisse échanger. J'en ai Merci. 1 minute 30. Deuxième point problématique, c'est sur les seuils de captation et puis les taux de redistribution. On nous dit, on va avoir un premier seuil de captation qui va correspondre au coût complet plus à une partie investissement. Je vais revenir sur ce point, ce sera la 3e problématique. Mais à partir du moment où ce prix est atteint, on redistribue 50% aux consommateurs. D'accord ? Pourquoi 50% ? Pourquoi pas 40% ? Pourquoi pas 80% ? On ne le sait pas trop. On dit, une fois que les prix ont atteint 110 € sur le marché, on va cette fois-ci reverser 90% aux consommateurs. Alors pourquoi 110 € et pas 100 €, 120 €? Pourquoi 90%, pas 80%, 95%? On ne le sait pas. Alors soit ça a été fait au doigt mouillé, et auquel cas c'est quand même un peu problématique, soit ça a été objectivé. On aimerait bien savoir les éléments qui ont permis d'objectiver ces chiffres dans le projet de loi qui avait été rendu public. Et le 3e point, donc, c'est sur le premier seuil de captation, où on dit aux consommateurs, il y aura finalement un retour, c'est-à-dire une redistribution, une fois qu'on aura pris en compte les investissements consentis par EDF. On dit, évidemment, il est tout à fait logique de dire il faut prendre en compte les investissements d'EDF. On comprend bien qu'il quand même, il faut déployer des nouveaux moyens de production. Par contre, il faut quand même que, à partir du moment où, en quelque sorte, ce sont les consommateurs qui payent cet investissement, puisque la captation commence une fois la brique investissement dépassée, de se dire il faut quand même avoir des obligations qui pèsent sur EDF, sur la maîtrise des délais et des coûts. Il n'y a rien de cette sorte dans le projet de loi. Et puis, il faut se dire, si les consommateurs financent une nouvelle centrale, il est quand même tout à fait normal qu'ils puissent bénéficier de la rente en lien avec les moyens de production qu'ils ont financés sur la facture. Et là, on voit dans le projet de loi que la régulation du nucléaire ne concernerait que le nucléaire historique, en tout cas que les centrales dont les autorisations d'exploitation auraient été délivrées avant le 31 décembre 2025. Donc c'est-à-dire que toutes les centrales pour lesquelles les autorisations auraient été délivrées après le 31 décembre 2025, les consommateurs paieraient en quelque sorte les investissements, mais n'auraient pas de régulation de ce prix du nucléaire sur la facture.
Donc là, c'est problématique. Donc pour en conclure sur notre demande, une qui est très simple, c'est de se dire il faut laisser un peu le temps au temps pour le cours de ce sujet. C'est trop important pour bâcler, selon nous, un projet de loi. On pourrait très bien dire, bon, on voit bien la perspective du 31 décembre 2025, ça rapproche. On peut peut-être prolonger le dispositif actuel en l'améliorant, mais en laissant vraiment le temps à l'ensemble des parties prenantes de discuter d'un véritable cadre qui soit aussi bien protecteur pour EDF que pour les consommateurs. Merci. Monsieur le rapporteur. Merci, merci messieurs et madame, même si ce n'est pas exprimé, mais pour l'instant. Donc moi, je voudrais prolonger un peu vos propos initiaux. Monsieur Carlier, alors, on va revenir donc sur le TRVE. Moi, j'aimerais bien savoir quel mode de calcul, parce que Monsieur Autier vient de nous dire qu'il faudrait prolonger le système actuel, et en même temps, le système actuel, il n'est pas très bon, puisqu'il y a 45% sur le nucléaire historique, alors que ça représente 70% de la production. Je ne sais pas très bien ce que vous entendez par prolonger le système actuel. Il va falloir me préciser un petit peu cela. Et puis, peut-être, monsieur Carlier, nous donner vos idées sur le mode de calcul du TRVE, qui pour vous serait le bon. Oui, alors nous, il faut que ça change. Alors, il y a deux choses. Donc, il ne faut pas prolonger l'existant. Oui, tout à fait. Il y a deux choses. D'abord, en fait, la question de la contestabilité. Parce qu'en fait, c'est ça. Comme ils ont mis ça dans le texte communautaire au début, en disant il faut que le tarif réglementé soit contestable. Bon, contestable, ça veut dire, comme je vous ai dit, il faut que les 50 fournisseurs alternatifs puissent être moins chers. Et ça, c'est probablement une discussion avec l'Europe à avoir, de à un moment concevoir différemment la contestabilité, et de la manière suivante, c'est que qu'on ait introduit ça dans les 15 ou 17 premières années d'ouverture du marché, c'est des choses classiques de politique de la concurrence, de ce qu'on appelle de construction de la marché. C'est-à-dire qu'on met le pied à l'étrier de ceux qui rentrent sur le marché, les fournisseurs alternatifs. Bon, mais là, la période de l'adolescence, c'est vraiment la période de l'adolescence. En fait, elle est passée. C'est pour ça que la loi NOM dit le système s'arrêtait en 2026. C'était vraiment tout l'esprit de la commission Champsor, c'était de dire on met le pied à l'étrier des fournisseurs alternatifs, le temps qu'ils produisent ou qu'ils fassent de l'innovation-service, à la limite, peu importe. Je pense que c'est plus de l'innovation-service qu'ils se mettent à produire en réalité. Bon, ils l'ont pas fait en fait. Ils ont vécu sur le système de tirer sur l'arène et bon, ils sont restés comme ça. Là, l'adolescence s'arrête en 2026, donc on peut plus inscrire de façon aussi extrême la contestabilité. Une fois qu'on met ça, ça veut dire déjà que tous les problèmes que font valoir les fournisseurs alternatifs auprès de la CRE pour faire monter le TRV, normalement, ne s'appliquent plus. Et alors, il y a tout un tas de fioritures qui mettent en avant. À chaque fois, par exemple, ils vont dire, nous, comme on est nouveau, c'est plus cher de capter des clients que d'EDF. Donc, il faut faire monter le tarif réglementé. La couverture marché, c'est plus cher parce qu'on est plus petit, en fait, c'est normal. Hein. Donc, il faut faire monter le tarif réglementé. C'est ça le mécanisme de la contestabilité. Hein. Et alors, la CRE est ravie, soyons clairs, est ravie de le faire parce qu'elle, son objectif, c'est de promouvoir cette ouverture. Et après, il y a évidemment le gros point, qui est cette histoire du droit nucléaire. Mais ça veut dire, excusez-moi, j'entends votre propos, et ça veut dire que dans votre esprit, ils se fournissent comment les fournisseurs alternatifs, comment ils peuvent avoir de l'électricité, à quel prix? Comment tout cela est fixé, quoi. Après, justement, le gros point, c'est la question du nucléaire, parce que c'est effectivement le problème de l'écrêtement, enfin de toute cette question-là. La question, au bout d'un moment, c'est que il y a plus de raison maintenant de leur mettre le pied à l'étrier. Et donc, ils doivent avoir accès au marché de gros, éventuellement des contrats de long terme avec EDF. Bon, certains acteurs commencent à s'y mettre comme Total Energy. Et voilà, je dirais, ils ont accès au marché de gros et ils ne peuvent pas dire s'ils ont des conditions d'accès au marché qui sont moins favorables qu'EDF ou qu'un autre grand acteur. Ils ne peuvent pas dire il faut faire accroître le tarif réglementé. C'est en fait la fin de l'adolescence.
Voilà, c'est ce que je peux vous dire sur ça. Alors évidemment, ça implique de revoir probablement le texte européen, ou en tout cas de s'entendre avec les partenaires européens. Mais il y a quand même au sein de Bruxelles, en dehors des sphères de l'énergie, il y a quand même l'idée que tous les dispositifs de création d'un marché n'ont pas vocation à durer 30, 50 ou 90 ans. Et donc, logiquement, à ce moment-là, on retrouvera sur le tarif réglementé. Le tarif réglementé, à ce moment-là, c'est le coût complet optimisé d'EDF. Je dis optimisé pour pas qu'on mette un prix de nucléaire à 90 € quand même, donc je précise optimisé. Mais c'est le coût complet d'EDF. Donc c'est 70 €. Non, mais 49. On peut penser que l'accord, il est à peu près sur ce coût optimisé. Enfin, bon. Oui, alors bon, moi je vois l'optimisation plus bas. Peut-être qu'il est un petit peu haut, mais... En gros, ça serait ça. Après, le chiffre, chacun pense qu'il veut. À 70 €, il serait nettement moins cher qu'aujourd'hui déjà. Oui, mais enfin, il est de 30 $ aux États-Unis. Bon, alors, en dehors du chiffre, ça serait ça. Et après, c'est donc le coût complet optimisé d'EDF. Si les fournisseurs alternatifs, on leur donne accès au marché de gros, etc., à des contrats de long terme, s'ils sont plus chers, ils sont plus chers. Et ça ne doit pas être un motif pour faire croître le TRV au nom de la contestabilité. Monsieur Authier, racontez-nous votre poursuite du système actuel. Alors, on n'a pas dit tout va bien, donc il faut pérenniser le système. C'est vraiment sur des aspects calendaires. Le 31 décembre 2025, ça arrive vite, et ça peut être un motif côté gouvernement pour dire bon, il y a urgence à mettre en place des mesures pour le post-ARENH, et donc on n'a pas le temps de discuter finalement de manière un peu plus posée d'une régulation qui irait davantage que celle qui a été proposée vers les intérêts des consommateurs. Donc on se dit, bon, plutôt que se précipiter, on peut prendre le temps, et donc prendre le temps, évidemment, ça pourrait imposer de retarder l'extinction des dispositifs de la loi NOM, mais évidemment, on ne dit pas qu'il faudrait prolonger avec le schéma actuel, c'est-à-dire à partir du moment où on met en évidence que l'écrêtement de l'ARENH rapporte à EDF coûte aux consommateurs, l'idée ce serait que de réintroduire, ça avait disparu, la possibilité d'augmenter le plafond de l'ARENH, qui permettrait une baisse des factures, encore qui ne serait pas indue, parce que sauf si on veut faire privilégier l'intérêt du producteur en disant nous on préfère que ce soit EDF qui valorise l'ARENH sur les marchés au détriment des consommateurs. Bon, nous c'est pas notre option, on dit il ne faut pas que EDF perde d'argent bien entendu, mais il faut que les consommateurs puissent bénéficier finalement des outils industriels sur lesquels ils ont investi. Donc on dit voilà, il faudrait, si c'est la condition sine qua non pour permettre l'élaboration, la mise en place d'un véritable débat qui permette l'élaboration d'un cadre qui soit beaucoup plus protecteur que celui qui a été présenté, nous, on est évidemment tout à fait favorable. En complément, c'est que s'il s'agit d'accorder un droit nucléaire à tous les consommateurs, là, il faut ne pas répéter l'erreur de la loi NOM. C'est-à-dire qu'il faut que ce droit soit mis au niveau du consommateur et qu'il ne transite pas vers le fournisseur. Parce que on a vu ce qui s'est passé avec les manipulations spéculatives, d'arbitrage, comme on dit, autour des droits ARENH. Hein. C'est-à-dire qu'ils demandent le maximum d'ARENH qu'ils veulent, et ensuite certains d'entre eux s'en servent pour faire ce qu'on appelle de l'arbitrage saisonnier, hein, donc, ce qui s'est passé en 2022, avec derrière des pratiques commerciales trompeuses très lourdes. Nous sommes en train de préparer des plaintes pénales et civiles sur ce sujet. Donc, il ne faut plus donner ce droit nucléaire par les fournisseurs, parce que ça, c'est forcément manipulable, et la CRE n'arrivera pas à s'en sortir. Donc, le principe du droit nucléaire pour chaque consommateur, il doit être attribué au consommateur et ne pas transité par le fournisseur si vraiment on passait par ce système-là. Nous, on ne revendique pas ça comme l'UFC, mais s'il faut aller vers ça, il faut au moins éviter les effets de bord qu'il y a eu lors de la loi NOM. Alors, deux autres questions. Juste par rapport... Bon, j'ai un peu mieux compris vos propositions. Est-ce que la France s'est battue à Bruxelles pour obtenir la possibilité d'avoir des contrats pour différence? Qu'est-ce que vous penseriez d'un contrat pour différence sur le nucléaire existant qui remplacerait bien sûr l'ARENH? Est-ce que c'est quelque chose qui est... Et alors, pour Monsieur Carlier, vous avez parlé de la disponibilité nucléaire, qui est quand même un élément très important. Et vous avez
demander de poser des questions à M. Lewandowski. À la fois, on lui posera sur ce sujet-là, et puis sur les $30 aux États-Unis et en Finlande. Mais vous pensez que la disponibilité du nucléaire, qui effectivement est un problème depuis 2016, hein, c'est pas tout nouveau, c'est pas simplement lié à la corrosion sous contrainte, elle est liée à quoi? À des défaillances de gestion de la part d'EDF, ou qu'est-ce que... CFD, puis je fais de la dispo après. Merci, monsieur le rapporteur. Je vais répondre sur le complément de rémunération. En réalité, le PJL souveraineté énergétique prévoit en quelque sorte ce complément. Et c'est bien là, je pense, tout le problème de la proposition qui a été faite. Parce que d'une part, il y a une possibilité de mettre d'un texte qu'on n'a pas vu. Hein. Qui a été proposé je au tiens à le CNTE. préciser. D'accord, oui, très bien. Non, mais c'est important. Okay. Les parlementaires ne l'ont pas vu. D'accord. Il a été partagé au CNTE avant d'être retiré, mais en effet, il n'a jamais été examiné au Parlement. Donc, je vais reprendre la proposition qui a été faite. Donc, c'est en fait un complément de rémunération, comme vous le savez, consiste à compenser le producteur lorsqu'il n'arrive pas à vendre à un prix suffisant sur le marché et à taxer au-delà d'un certain plafond pour rendre au consommateur le surplus que le producteur a fait sur le marché. Et en fait, dans cette proposition qui a été faite, on est dans un entre-deux qui est difficilement compréhensible, puisque d'une part, il nous a été proposé différents plafonds, donc les fameux plafonds qui étaient évoqués, 78 €. Ils ne figurent pas dans le texte, mais ça avait été dans une consultation publique parallèle. 78 € et 110 € du mégawattheure. Donc cela signifierait qu'au-dessus de ces seuils, l'État prélèverait respectivement 50% et 90 au-delà de 110 €. Donc, comme vous le voyez, ces plafonds sont particulièrement hauts au vu de ce qu'on sait des coûts complets du nucléaire français. Et donc, parallèlement à ça, il y a dans ce même texte une disposition qui permettrait... Donc, oui, je reviens sur la fixation de ces plafonds. C'est un peu de science-fiction quand même, là, hein, oui. Parce que vous parlez de quelque chose... Mais terminé. Et donc ces deux plafonds sont particulièrement élevés. Et ce qui nous a été répondu sur la fixation de ces plafonds, qui est par ailleurs assez opaque, c'est qu'ils avaient été fixés très haut, de manière à ce que EDF, lorsqu'il vendrait très bas sur le marché, qui en fait, la prime de risque serait incluse dans ces plafonds. C'est pour ça qu'ils sont fixés aussi haut et que le prélèvement a lieu, entre guillemets, aussi tard. C'est parce qu'on prévoit que lorsque EDF vendra bas sur le marché, cette taxation n'ait pas lieu de manière... un plafond trop bas, et donc on laisse une certaine largesse financière à EDF pour financer notamment de nouvelles centrales. Mais parallèlement à ça, le projet de loi prévoyait la possibilité d'un complément de rémunération, c'est-à-dire que la loi ne le mettait pas en place d'emblée, mais on laissait une place à la possibilité d'un complément de rémunération par le bas, c'est-à-dire un complément au cas où EDF ne vendrait pas suffisamment cher sur les marchés son électricité et donc ne trouverait pas de rentabilité. Donc ce système est particulièrement inadéquat, et donc si on en revient à la question des compléments de rémunération, il vaudrait mieux un vrai complément de rémunération tel qu'il est ouvert par la réforme du marché de l'électricité, pour qu'il y ait une compensation en cas de vente à bas prix sur les marchés, mais un plafond beaucoup plus bas pour les consommateurs, pour la redistribution, qui pourrait en effet s'établir autour de 60 €, afin qu'au-delà de ces 60 €, il y ait un prélèvement de la rente qui soit rendu aux consommateurs et une compensation d'EDF dans le cas où les prix seraient trop bas sur le marché. Donc, en définitive, pour résumer, vaudrait mieux un complément de rémunération avec un plafond qui soit représentatif des coûts complets d'EDF et une compensation en cas de prix bas sur les marchés, plutôt que le système qui a été proposé par ce projet de loi, qui est en fait un entre-deux très peu favorable aux consommateurs. Pour la disponibilité, si vous voulez, ce qu'on peut dire, alors bon, CLCV, Association de consommateurs, on n'a pas une grande autorité technique en soi. Mais un trait qui était assez... Ce qu'on peut dire, c'est que
la mise en place de l'outil nucléaire dans les années 70-80 était un immense succès industriel. Après, on peut être pour ou contre le nucléaire, mais c'était un immense succès industriel. Et c'était de ce point de vue-là une fierté française. Donc, je dirais, on arrivait dans les années 2000 avec quand même cette grande réussite de la mise en place de l'outil industriel nucléaire. Arrive le marché de gros, la mise en place du marché de gros. Et là, on pense qu'EDF s'est dit comment on articule l'outil nucléaire avec la création d'un marché de gros. Et tout d'un coup, en fait, la gestion du nucléaire, plutôt que d'avoir un principe simple qui est de dire on produit au maximum, un peu tout le temps, pas tout le temps, parce que l'été, il y a moins besoin, mais mettons, on produit au maximum, à peu près, ils se sont dit, bon, on va produire un peu en fonction des prix. En fonction des prix. Donc parfois, on a fait des choix de production qui amènent à devoir faire des arrêts, à devoir moduler. Il y a des raisons techniques à devoir moduler. Et par ailleurs, on va concevoir ces modulations un peu en fonction des anticipations de prix qu'ils peuvent avoir dans l'année. Là-dessus, d'une part, est-ce que c'est une gestion en valeur d'usage qui a lieu dans l'hydroélectricité, par exemple. Ça, c'est beaucoup plus classique. Dans le nucléaire, c'est le seul exploitant au monde à faire ce type de choses, globalement. Une modulation, notamment en fonction des signaux tarifaires. Est-ce que cette optimisation de prix, pour qui elle était en fait? Autre question à poser. Est-ce que c'est pour EDF ou pour le consommateur? Et deuxièmement, là, nous, on ne fait pas autorité, mais on sait quand même qu'il commence à naître des débats sur est-ce que ce principe de stop and go de modulation, est-ce que ça n'a pas éventuellement contribué à la fatigue de l'outil? Je suis toujours très prudent dans ce que je viens de dire parce que je veux, modérer le risque d'avoir des courriers recommandés la semaine prochaine. Donc voilà, je dis ça de manière prudente. Nous, notre sujet principal, c'est qu'il se trouve qu'on est des associations qui, effectivement, on avait mis le pied dans le plat, par exemple, sur la modulation nucléaire, alors qu'on n'était pas les plus compétents techniquement en soi. Mais ce qu'on avait vu, c'est qu'il n'y avait quasiment pas de littérature publique. C'est-à-dire qu'en fait, évidemment, d'un opérateur dont on était très fiers, et on l'est encore, parce qu'ils sortaient d'un méga succès industriel, ils ont posé une règle de gestion. Cette règle de gestion n'a quasiment jamais été auditée et challengée. Quand on a discuté avec la Commission de régulation de l'énergie il y a 2 ans, à peu près 18 mois, ils nous ont dit, on a regardé une fois la modulation nucléaire, en 2008-2009. Bon, c'était une petite creux, c'était un grand EDF, donc ils ont dit OK. Et ils nous ont dit, bon, d'ailleurs, il faudrait qu'on regarde, parce que ça date de 2009. Et en fait, la littérature, je dirais, publique là-dessus est extrêmement faible. C'est quelque chose qui était très interne à EDF. Bon. Et en fait, c'est pour ça que nous, ce qu'on disait, il faut qu'il y ait un débat, fondamentalement, pas que sur le prix, parce que souvent c'est le prix, mais aussi sur la gestion de l'outil nucléaire. Alors, c'est en partie ce que vous faites, bravo. Là-dessus, après, je renvoie à d'autres experts techniques qui pourront illustrer. Mais nous, en tout cas, on a quand même voulu, ces dernières années, alerter sur ce point et demander un débat public aussi sur la gestion. Merci. Je reprendrai la parole pour poser des questions. Je vais passer la parole à mes collègues. Daniel Salmon. Merci, Monsieur le Président. Merci pour vos exposés. Je suis quand même assez surpris que vous n'entriez que par la focale prix. En général, on parle du consommateur acteur. Je ne le vois pas du tout. Je ne vois que cette question du prix le plus bas, sans voir derrière le citoyen ni le contribuable. Vous laissez entendre que donc, avec la modulation, on ne sait pas trop si EDF s'enrichit ou qui est-ce qui est gagnant, qui est-ce qui est perdant, puisque si on regarde pour l'instant les comptes d'EDF, ils ne sont quand même pas glorieux. 55 milliards de dettes. Et puis derrière, des investissements colossaux. Donc, moi, ce que j'ai entendu quand on a interrogé EDF sur la modulation, c'était pour optimiser les gains, parce qu'il n'avait aucun intérêt à vendre quand le mégawattheure au niveau européen était très bas. Et que lorsque l'on met un chargement de combustible, c'est une quantité d'énergie que l'on met dans la centrale,
et qu'il y a un moment, il faudra recharger. Et donc, il faut mieux optimiser cette quantité d'énergie qui est dans le réacteur plutôt que de faire tourner le réacteur lorsque le mégawattheure n'est pas cher du tout sur le marché. Enfin, moi, c'est ce que j'ai compris et c'est ce qu'on nous a expliqué avec EDF, qui nous a dit d'ailleurs qu'il n'y avait pas du tout de fatigue, il n'y a pas d'arrêt de réacteur, mais simplement une modulation, une capacité à faire descendre la puissance. Bon, on pourra réinterroger, hein, c'est peut-être quelque chose qui est à creuser, mais voilà, on n'a pas du tout la même approche que celle que vous nous faites. Donc voilà, moi j'aimerais bien vous entendre sur comment, dans le monde où on est, quels sont les facteurs qui permettraient aux citoyens qui est consommateur de s'approprier aussi sa consommation d'énergie et d'aller vers davantage de sobriété et d'efficacité, parce que je pense qu'il n'y a aucune énergie qui soit de production d'énergie qui soit vraiment propre et qu'il y a un moment, il faudra aller vers ces exigences de sobriété et d'efficacité. Merci. Ouais, écoutez, bon, d'abord une remarque. Hein, une entreprise qui est en monopole sur la production nucléaire et qui optimise ses gains, c'est un sujet. Non, mais c'est un sujet. Je ne vais pas plus loin, mais quand on est en monopole et qu'on optimise ses gains, c'est un sujet. Bon. Après, sur tout ce qui est... Alors, le contribuable, quand même, là, je me permets de vous le dire, on vient de dire que le bouclier tarifaire avait permis de protéger le consommateur, mais que ça avait coûté énormément cher à l'État, et franchement, nous, on n'était pas fiers de ça. Association de consommateurs, on aurait pu avoir un discours très tribunicien de dire, écoutez, faites-toi un bouclier tarifaire, et puis après, c'est votre problème. Bon, grosso modo, les problèmes qu'il y a sur la fixation du tarif réglementé ont d'abord pesé sur les finances publiques, et pour nous, c'est totalement anormal. Après, sur la consommation, alors je ne situais pas forcément de commission d'enquête sur les questions de sobriété, c'est pour ça. D'abord, on peut quand même rappeler que une des réussites du gouvernement, je trouve, ça a été l'appel à la sobriété 2022, parce qu'il y a eu un mouvement vers la sobriété énergétique, une sorte de deuxième mouvement après celui des années 70, qui, il me semble, a plutôt bien fonctionné. Alors, on le voit dans les chiffres, mais même on le voit en termes de retour des gens. Et ça, c'est une vraie satisfaction. D'ailleurs, je trouve que le gouvernement pourrait plus s'en prévaloir. Et qui, d'ailleurs, c'est aujourd'hui ça qui fait baisser les prix. Clairement ça qui fait baisser les prix. Et clairement ça, d'ailleurs, qui, par ailleurs, interroge ensuite sur comment va se calibrer l'outil. En tout cas, il y a une chose, hein, c'est que cette ouverture du marché, en fait, on a passé 20 ans à se prendre la tête, si je puis dire, sur cette ouverture du marché de détail qui était complètement futile. Et du coup, ça a en partie contribué à déstabiliser EDF et finalement à ne pas s'interroger sur des débats plus importants. Plutôt que de s'interroger à l'ouverture du marché de détail, alors moi, ça me fait du boulot en termes d'action en justice, pourquoi pas, mais on aurait dû se poser plus des questions, effectivement, alors de sobriété comme vous le dites, mais aussi de bonne gestion de l'outil nucléaire. Finalement, cette ouverture du marché de détail nous a détourné de ce qui était fondamental. Oui, merci monsieur le sénateur. Alors notre prisme ici, dans le propos liminaire, c'était sur le prix, parce que ça correspondait selon nous vraiment au cadrage général de la commission d'enquête, qui est de fait un véritable sujet pour les consommateurs. Aujourd'hui, la facture moyenne d'un ménage chauffé à l'électricité, c'est 2240 € par mois, d'après les derniers chiffres. C'est par an, excusez-moi, d'après les derniers chiffres. Donc c'est oui, mais c'est 1000 € de plus qu'à 10 ans. Et ça, c'est un chiffre moyen. Et nous, on voit évidemment dans notre réseau, enfin, des consommateurs qui payent pour le coup 300 € par mois de facture d'électricité, notamment ceux qui habitent avec de grands logements chauffés à l'électricité, qui sont des passoires thermiques. Donc on voit bien que le prix, dans le contexte actuel, c'est quand même une préoccupation majeure, évidemment, des consommateurs. Pour autant, on est aussi sur les aspects à l'UEC Que Choisir, sobriété, je vais revenir, et également efficacité énergétique. Sur la sobriété, alors, nous, on est d'accord avec le fait que il faut appeler les consommateurs à la sobriété, mais que très souvent, en tout cas c'est le retour qu'on a du terrain, c'est une sobriété
qui est contrainte. C'est-à-dire finalement c'est le signal prix qui fait qu'il y a une sobriété qui s'impose, et la sobriété parfois c'est du renoncement, et donc est-ce qu'on peut se dire bon, il y a moins de consommation, c'est très bien, ou on se dit bah non, il y a moins de consommation parce que les prix sont tellement élevés que les gens sont obligés de renoncer à chauffer en hiver, et ça, c'est pas une vue de l'esprit, hein, je veux dire, chacun sur le terrain peut le voir, et c'est très problématique. Donc nous, là, le point sur lequel on agit aussi vraiment côté UFC Que Choisir, c'est sur les aspects efficacité énergétique, c'est-à-dire pour beaucoup de personnes, notamment qui vivent dans les passoires énergétiques, elles subissent la situation. Il suffit qu'elles soient locataires pour qu'elles n'aient pas les moyens de rénover les logements, donc c'est aussi un point d'intérêt et d'action en termes de demande au pouvoir public, tout ce qui a trait à l'efficacité énergétique. Donc on n'est pas uniquement sur le prix, on est aussi sur la sobriété et l'efficacité, et sur le prix, point important, on n'est pas sur le prix bas. C'est pas du tout la doctrine de l'UFC Que Choisir, nous on est sur le prix juste. Le prix juste, c'est le prix qui permet aux producteurs de couvrir ses coûts, de réaliser une marge, bien entendu, normale, mais ce n'est pas une politique qui permet à EDF de valoriser énormément sur les marchés les volumes nucléaires produits au détriment des consommateurs pour renflouer une dette qui, accessoirement, n'est pas imputable aux consommateurs. Je veux dire, on évoquait notamment sur le rapport de la Cour des comptes qui disait que le système ARENH avait été relativement neutre pour EDF sur la période. Donc, ce n'est pas l'ARENH qui fait qu'aujourd'hui, EDF a 50 milliards d'euros de dette. Donc, c'est juste un point quand même à souligner. Merci. Denise Sempé et François Bonneau après. Denise. Merci, Président. Merci, Madame, et merci, Messieurs, de vous produire devant nous cet après-midi. J'ai un sentiment à vous livrer et une question à vous poser. Alors, sur le sentiment, je partage complètement tout ce que vous avez dit, Monsieur Carrier, sur l'opacité des comptes d'EDF. Et quand EDF s'est présenté devant nous, j'étais présente comme mes collègues, les quelques questions que j'ai posées et les réponses que j'ai reçues ne m'ont pas du tout convenu. Et vous avez souligné le monopole d'EDF aujourd'hui. Je crois que personne ne conteste le rôle, la présence et le poids d'EDF. Par contre, moi j'espère, Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, qu'il y aura au niveau parlementaire, qu'on puisse se saisir de cette problématique-là sur l'opacité des comptes d'EDF et comment, de quelle façon, nous, les parlementaires, puisque c'est une entreprise en monopole, comment nous pouvons avoir accès à des informations, parce que moi, je considère qu'aujourd'hui, on n'a aucune information, aucun renseignement. EDF ne parle pas, ne veut pas parler, encore moins devant les parlementaires. Bon, donc c'est aussi une question que je lance au président, notre président, et à notre rapporteur. Donc sur ce premier sujet, je partage complètement. La question que je souhaitais vous poser à chacun, quand on a ouvert le marché, quand les alternatives sont arrivées sur le marché, il me semble quand même qu'à ce moment-là, on exigeait des alternatives qu'ils puissent investir dans des moyens de production. Or, on s'est rendu compte que on a demandé l'ARENH, parfait. Donc, ils ont eu accès à l'énergie nucléaire, mais personne ou très peu, et j'attends des informations, de ces alternatives n'ont investi dans les moyens de production, alors que c'était... il me semble que les textes prévoyaient une obligation. Donc, ça veut dire que peut-être on n'a rien contrôlé, personne n'a rien contrôlé. Est-ce qu'aujourd'hui, alors on arrive, la REN sera terminée en 2026, mais est-ce qu'aujourd'hui, on a les moyens juridiques, législatifs, je ne sais pas, de pouvoir aussi avoir un droit de regard sur ces alternatives et faire en sorte qu'ils participent aussi à la production d'électricité en France? Merci. François, je vais laisser François Bonneau poser sa question. Oui, merci Président. Surtout qu'elle est assez liée à celle de Denise. C'est vrai qu'on nous a très longtemps dit que EDF, en vendant à 42 €
du mégawatt au tarif ARENH perdait de l'argent. Or, vous avez évoqué le prix 30 € sur le nucléaire amorti, puisque nous aussi, on est sur du nucléaire amorti. Alors voilà, quelle est la part de réalité par rapport à tout ça. Et la deuxième chose, c'est que vous avez dit effectivement qu'on pouvait se poser la question, M. Carlier, sur l'optimisation que pouvait faire EDF par rapport à la production et la non-production. On pourrait rajouter dans ce raisonnement, et là ça rejoint les consommateurs, il y a aussi tout le renouvelable, et de se dire, est-ce que dans l'intérêt du consommateur, on n'aurait pas aussi, plutôt que d'avoir... alors on pouvait le comprendre qu'au début, il fallait qu'il y ait une priorité d'injonction dans le réseau du renouvelable parce qu'il fallait amorcer la pompe, mais est-ce qu'à un moment, arrêter ça de façon à ce que le consommateur puisse profiter et que chacun puisse proposer son meilleur prix afin que le consommateur puisse en bénéficier? Voilà, c'était les questions que je souhaitais poser. Ce qu'on peut... Je vous laisse répondre et après je passerai la parole à Victorine Lurel. Allez-y, M. Carlier. Ce qu'on pourrait dire d'abord, c'est qu'effectivement, au moment du prêt à 42 €, en fait, la CRE était sur 36-39 à peu près. Et on l'avait mis à 42, d'ailleurs, justement. L'idée, c'était, comme ça n'allait pas bouger pendant quelques années, bon, ça faisait un peu une avance sur la hausse. Bon, après, on était sur un prix qui était probablement trop bas, enfin, qui était très très bien sur la première période de la loi NOM, après probablement sensiblement trop bas, mais de là à dire qu'il faut le mettre à 62 ou 70, là c'est vraiment autre chose. On est vraiment autre chose. Sur ce qui a été dit par Madame la sénatrice, alors bon, effectivement, c'était l'équilibre de la loi NOM, c'est-à-dire on met le pied à l'étrier et puis après vous devenez producteur. Bon, en réalité, c'était un peu un vœu pieux. Le problème, c'est que cette ouverture tenait pas la route. C'est-à-dire qu'en fait, on a mis dans la loi NOM, on a fait semblant de dire vous allez devenir producteur, personne n'y croyait. Alors, en partie aussi parce que tout ce qui est hydro et compagnie n'est pas tellement ouvert. Il faut reconnaître cet argument qu'ils ont. Moi, j'ai envie de dire maintenant, le débat, ça serait plutôt sur tout ce qui est règles de couverture marché, de solvabilité, et sur des questions d'innovation. En réalité, les alternatives, ce qu'ils auraient dû faire, c'est innover, comme ça a été le cas dans les télécoms. Dans les télécoms, ça a été simple. Hein. Quand il y a une entreprise qui a sorti le triple play, à 29,90 €, c'est-à-dire le triple play, c'était téléphone, internet, etc. C'était free. C'était avec une box. Donc il y avait une innovation service, hein, la box. Il y avait un format, le triple play. Il y avait un prix. Il n'y a pas eu de commission d'enquête pour dire alors qu'est-ce qu'on fait sur la libération des... On ne peut pas leur enlever qu'ils ont innové. Là, le problème, c'est que de toute façon, on est face à des fournisseurs qui n'innovent pas. Ils n'innovent pas. Et encore, les pubs dans le métro, c'est avec la REN, je te fais moins 20% par rapport au TRV, puis c'est tout. Bon, ils n'innovent pas. Donc, il y a des règles déjà prudentielles sur lesquelles planche un peu la CRE, il faut le reconnaître. C'est-à-dire, on ne peut plus aller sur ce marché avec juste quelques millions d'euros, quoi. Parce que c'est ça, grosso modo. Hein. Les PowerPoint des fournisseurs alternatifs pour se lancer, ils ont été très nombreux. C'est de dire, écoutez, avec la REN, je suis ceinture et bretelles. Et après, le TRV, de toute façon, sera toujours plus haut. Deuxième slide. Troisième slide, bon, écoutez, donnez-moi 5 millions, 5-8 millions, et je rentre sur le marché. Bon, on est quand même sur un marché de commodities, quoi, de matières premières. Et sur un service essentiel. Donc il est temps de faire, comme ça avait été pour la crise financière de 2008, c'est-à-dire des obligations de collatéral, de solvabilité, de couverture marché. Ça voudra dire que les 3/4 des fournisseurs alternatifs vont être évincés du marché. Et il ne faudra pas nous dire contestabilité, vous n'avez pas le droit, parce que c'est ce qu'ils vont faire. C'est ce qu'ils vont faire. Et en l'état actuel du droit, vous n'êtes pas sûr que le Conseil d'État ne va pas dire oh ben non, vous ne pouvez pas. Bon, c'est ça le truc. Hein. Donc là, je dirais maintenant la nouvelle forme de dire vous devez passer à l'âge adulte. Je ne sais pas si c'est sur la production, mais maintenant, hein, mais au moins sur les obligations de couverture, de solvabilité, et puis après à eux d'innover, quoi. Oui. Excusez-moi, vous avez répondu à la question que je voulais vous poser. Si j'ai bien compris votre propos, vous ne voulez pas, et je partage, que les tarifs régulés soient la variable finalement d'ajustement du système. Hein, c'est ça? On peut le dire comme ça?
Très bien. Et alors moi, je suis pas un zélateur des principes de libre concurrence européenne. Voilà. En tout cas, tels qu'elles se sont développées, en particulier sur ce marché. Mais le principe de contestabilité, si on vous suit, et j'aurais tendance à vous suivre, par rapport à un calcul TRV sur les coûts complets, etc., et d'EDF en particulier, un périmètre effectivement qui pourrait être élargi, vous l'avez évoqué tout à l'heure. Quid de la contestabilité, quoi. Vous venez de le dire, on éjecte 80% des alternatifs. Oui, c'est ça, mais il faut comprendre que sur les autres marchés, la question de la contestabilité est un principe général du droit de la concurrence. À un moment donné, sur les autres marchés, globalement, un marché mature, si un fournisseur est moins cher, parce que dans la structure de coût il est moins cher, ben il est moins cher. C'est tout. Qu'au début ils aient construit ça, je le comprends. Nous on était défavorables à l'ouverture. Mais une fois que l'ouverture a été faite, je comprends que c'était des mesures, ce qu'on appelle transitoires. C'est pour ça que l'idée de la loi NOM et Champ-Sort, plus que l'obligation de production, en mon sens, ce qui était très fort, c'était de dire ça s'arrête en 2026. En gros, cette vision très rigoureuse de la contestabilité s'arrête en 2026 parce que là, tout le monde est adulte. Et après, si un fournisseur est moins cher, il est moins cher. Ça peut quand même faire des débats en amont sur lesquels nous, on n'a pas de position établie, mais sur le fait qu'après, s'ils disent on veut avoir accès à l'hydro ou à des choses comme ça, ils ont un argument, je dirais. Ils ont un argument. Voilà. Merci. Allez-y, monsieur Autier. Oui. Sur donc la loi NOM, ça a été indiqué. Hein. En effet, c'était plutôt un vœu pieux. Il n'y avait aucune obligation, alors qu'il y aurait pu y avoir une certaine forme d'obligation, en tout cas de participation des fournisseurs alternatifs voulant bénéficier de la production du nucléaire d'EDF au financement de ce nucléaire. Vous pouvez accéder à ce système que si vous financez avec EDF le développement de ces centrales. Donc ça aurait pu finalement être l'option retenue. Nous, ce qu'il faut faire, enfin, aujourd'hui, c'est en tout cas obliger les fournisseurs alternatifs de participer au financement de tout. Oui, mais ça peut être. Mais après, il se pose des questions de comment est-ce qu'on tarifie. On retrouve sur les mêmes problématiques et comment on fait en sorte que, si le tarif est juste, qu'il bénéficie effectivement aux consommateurs. Donc, il n'y avait pas d'obligation évidemment qui pesait sur les fournisseurs alternatifs, qui était vraiment un problème fondamental de la loi NOM. Nous, en termes de position politique à l'UFC Que Choisir, en 2021, on a demandé la mise en place, dans le cadre de la nouvelle régulation, d'un système symétrique, c'est-à-dire qui oblige aussi les fournisseurs alternatifs. Et ça, on peut dire, c'est en logique avec ce que je disais précédemment, on n'est pas dans le prix bas, on est dans le prix juste, parce que c'est pas un schéma qui, a priori, plutôt arrange les consommateurs. Mais nous, on considérait qu'il était tout à fait anormal qu'EDF se retrouve avec à vendre sa production sur les marchés avec zéro demande à Rennes dans les cas de figure où les prix sur les marchés étaient très bas. On dit il faut un système qui permette aux fournisseurs alternatifs d'accéder à la production des outils de production qui ne sont pas reproductibles, bien entendu, là où il y a un monopole naturel d'EDF, mais et aussi qui les oblige à acheter cette énergie à EDF au prix des coûts complets d'EDF, même dans les cas de figure où les prix sur les marchés sont plus faibles. Et s'ils ne veulent pas entrer dans le dispositif, ils ne le font pas, et tant pis pour eux. Et donc, on rejoint la question de la régulation des prix qu'on veut et sur le TRV. C'est un point qu'on partage avec la CLCV, sur un tarif réglementé qui corresponde au coût complet optimisé d'EDF. Et on dit, et finalement, si on a une forme de régulation qui s'exerce sur tous les moyens de production où EDF est en monopole. On dit, très bien. Donc, il y a un pied d'égalité sur cette brique des tarifs, des coûts qui pèsent sur les fournisseurs. Et au-delà de ça, c'est-à-dire qu'il y a un espace pour la concurrence. Et si les fournisseurs alternatifs n'investissent pas pour ce complément de fourniture, s'ils sont moins performants qu'EDF, moins intéressants qu'EDF, s'ils doivent disparaître du marché, tant pis. Je veux dire, nous, on ne dit pas il faut qu'il y ait 50 fournisseurs alternatifs sur le marché. Ça pourrait être très bien, le fournisseur historique, mais pourquoi assurer à quelques fournisseurs alternatifs que ce soit, finalement, une viabilité sur le marché? Donc, il faut qu'il y ait
une sécurité, un socle commun, selon nous, qui bénéficie directement, on est d'accord, aux consommateurs, et qui a un espace qui soit laissé à la concurrence. EDF optimise ses coûts sur la production ou alors la fourniture d'électricité au-delà du nucléaire et des centrales hydroélectriques. Et si le tarif est plus intéressant que les tarifs des fournisseurs alternatifs, eh bien, tant mieux pour EDF, et puis tant pis pour les fournisseurs alternatifs, on ne les pleurera pas. Merci. Victorin, tu voulais poser une question? Merci, Monsieur le Président. J'approuve, j'entends, je comprends et j'approuve ce que vous avez pu déclarer, autant en tant que législateur et que consommateur. J'avoue que ce qu'a dit ma collègue sur l'opacité, ça a été vraiment des modèles mathématiques que personne n'a vraiment expliqué, depuis Boiteux et tous les autres, pour dire le monopole naturel, eh bien c'est fini, on va introduire une dose de contestabilité. C'est gentil, Wall qui a eu un prix Nobel, etc. Et on a mis ça dans la législation. Et tous, nous sommes dans la doxa, c'est la concurrence, donc il faut une part de concurrence dans la gestion du marché. Et je vous pose la première question. Pour vous, c'est aujourd'hui, avec tout ce que vous dites, c'est quoi le coût complet ou le coût de production augmenté d'une marge qui permettrait de couvrir, tout en introduisant une petite dose de concurrence, ce serait quoi, puisqu'on dit 78, 110 euros, etc. Ce serait aujourd'hui, sachant ce que vous savez, quel serait aujourd'hui le coût complet pour EDF, plus une marge pour garantir remboursement de dette, pour le renouvellement, etc. On nous donne deux explications. De dire, il y a beaucoup d'investissements à faire, donc forcément, il faut 42 hier, aujourd'hui 78 au-delà, il faut peut-être 110 et il faut faire des compensations. Bon. J'entends ça. Deuxième chose, mais comme vous nous imposez, et nous tous nous demandons du renouvelable, il faut faire du stop and go. Donc pour injecter sur le réseau, sans compter les coûts de raccordement. Bon, quel serait, intégrant tout ça, si on ne veut pas abandonner ce que moi j'ai appris à l'université en économie, sur le monopole naturel, quel serait le coût complet, le coût de production complet, augmenté d'une marge suffisante pour garantir. Dernière question, un peu plus brève. Moi, je suis consommateur. Hier, j'ai posé une question à ceux qui étaient là. J'ai une vraie facture, mais je ne vais pas l'exposer là. C'est quoi, quel est l'effet du compteur Linky sur les prix faits aux particuliers? Moi, j'étais tout en vous écoutant, je suis allé sur mon espace client. C'est impossible, cette affaire-là. Je veux changer, ils m'ont collé. Et je dis bien, ils m'ont collé. Mais je dis ça pas pour moi. Je suis sénateur, je peux payer. Mais c'est le cas de tous les particuliers. Et c'est les prix, et on voit le pouvoir d'achat qui baisse. Ils m'ont donné 12 kVA. Alors que je suis seul dans ma maison. Je suis souvent absent, je suis en Guadeloupe. Je demande 6 kVA. Non, ils me disent, l'intelligence artificielle vous dit, c'est 9 kVA, M. Luel. Et j'ai fait ça déjà depuis 2 semaines. Non, on me dit, monsieur, vous êtes à 12 kVA. Je payais 80 € avec mon compteur électromécanique. Je suis passé à 130. Maintenant, je suis à 272 € par mois. En mars, je ne suis pas là. On me dit 400 €. On vient de me rectifier en disant, mais finalement, vous serez à 130 €. Non, il y a un vrai problème de compréhension pour le particulier. À votre avis, quel est l'effet sur les consommateurs? Quel est votre ressenti sur le compteur Linky ou les compteurs dits intelligents? Je m'arrête. Monsieur Carlier, d'abord, ou Monsieur Autier. Oui, alors sur le coût complet, comprenez bien qu'on ne peut pas vous donner un chiffre ici. C'est plutôt une méthode. Et après, c'est ce que je disais avec l'action du prix juste, c'est-à-dire que globalement, on part pas du prix. Mais c'est la méthode justement. C'est la méthode qui fixe le prix juste et une méthode élaborée en toute transparence. Parce qu'on évoquait la commission Champsor. Je rappelle qu'il y a eu aussi une commission Champsor 2, et c'était la commission qui était chargée de déterminer quel était le prix du nucléaire régulé. On a vu qu'il y avait des approches différentes, et notamment des approches méthodologiques qui aboutissaient à des chiffrages qui étaient tout à fait différents. Et donc, on considère qu'il faut aussi qu'il y ait un débat sur finalement comment est-ce qu'on comptabilise le coût complet, en ayant évidemment accès aux chiffres, aux comptes d'EDF. Il y avait des questions notamment d'hypothèses très importantes sur le coût du capital, parce que c'est ça qui fait en grande partie les coûts qui ressortent de la moulinette. Donc,
on voit bien que nous, ce qu'on veut, c'est aussi la transparence sur les coûts et sur la méthode. Nous, on a vu, combien de fois, fuiter dans la presse des rapports confidentiels rédigés par la Creux, imprimés à 7 exemplaires, remis au gouvernement. Donc, on ne comprend pas très bien même la méthode qui est employée. Donc, il y a une question de méthode. Donc, le coût couplé, c'est le coût qui correspond notamment pour EDF au coût de production du nucléaire, de l'hydro, et puis plus largement du coût d'approvisionnement réel. Après, quelqu'un on peut rajouter une marge. Aujourd'hui, de toute façon, dans le TRV tel qu'il est calculé, il y a une brique qui correspond à la marge. Et après, là, on peut réfléchir, c'est dans quelle mesure on prend en compte les investissements que doit mettre en place EDF pour le renouvellement du parc nucléaire. Sachant qu'on peut très bien dire que... Oui, sachant qu'on peut très bien... raisonnable, 3%, quelque chose comme ça, mais après, je ne vais pas sortir un chiffre. Oui, non, mais c'est ça. Mais la question, c'est qu'est-ce que ça va couvrir derrière, notamment sur la question des investissements. Et est-ce que ça veut dire que c'est les consommateurs qui payent les investissements aujourd'hui pour une production future, ou est-ce qu'on dit ce n'est pas au consommateur aujourd'hui de payer l'investissement, mais par contre il le fera dans l'amortissement au moment où la centrale commencera à produire quelque chose. Donc là, nous on n'a pas de position sur ce point précis à l'UFC Que Choisir, mais c'était justement aussi toute l'idée de ce qu'on proposait en termes de débat, c'est de pouvoir discuter de concrètement ce qu'on met derrière. Et après, on arrive à un prix juste, et ce prix, nous, on n'a aucune difficulté pour le payer. Un point sur Linky. Alors sur l'intérêt du Linky, alors nous, relativement sceptiques côté UFC Que Choisir historiquement, puis notamment sur le coût qui était associé. C'est un débat, est-ce que c'est le consommateur ou non qui paye? On nous dit oui, c'est le consommateur qui paye. Il y avait des questions aussi sur les marges dégagées par Enedis. Il y a aussi un sujet sur le TURP, peut-être qu'on en reviendra. C'est là aussi, il y a un monopole et parfois les tarifications interrogent. Alors, je ne sais pas si vous avez été voir votre puissance maximale sur votre espace, mais bon, si vous avez une puissance maximale de 8 kVA et qu'on vous dit que l'intelligence artificielle dit que c'est 12, c'est que l'intelligence artificielle n'est pas si intelligente que ça, parce qu'on voit bien que ce n'est pas du tout en lien avec votre consommation. Complètement au point. Non. Mais vous devriez pouvoir choisir la puissance que vous souhaitez. Il faut que tu adhères à UFC Que Choisir. Peut-être ce que je veux... La suggestion que je voulais vous faire, en fait, c'était... je vous encourage à vous intéresser au cas américain. Alors d'abord, un aspect intéressant du cas américain, c'est que c'est essentiellement une compétence d'État. L'État fédéral s'occupe du grand transport, mais après c'est chaque État qui en fait fait son système de régulation. Je trouve que c'était plus sage que ce qui a été fait au niveau européen, où on a vraiment voulu faire partout pareil, quasiment. Et vous avez tous les systèmes de régulation. Vous avez de la concurrence pure. Vous avez du monopole pur. Il y a presque autant de monopole pur que de concurrence, et c'est d'ailleurs relativement non partisan. L'idée que, parce que c'est libéralisé au Texas, que les législateurs du Texas demandent que l'État d'Oregon cesse le monopole est une vue de l'esprit. Enfin, je veux dire, jamais en rêve ça aura lieu. Et en fait, du coup, vous avez un kaléidoscope de régulation. Et alors, notamment, ce qui est intéressant, c'est les États qui, comme nous, où il y a ce qu'on appelle une rente naturelle. Alors nous, c'est quand même beaucoup le nucléaire et un peu, un truc de rente en fait, et un peu l'hydro. Dans les États américains, c'est plutôt un mélange de pas mal d'hydraulique et nucléaire. Vous avez l'Oregon et d'autres ont beaucoup d'hydraulique et une fraction nucléaire. Et c'est de voir comment ils régulent les choses. Alors, ils peuvent être, par exemple, en monopole en marché de détail. Souvent, d'ailleurs, ils sont en monopole au marché de détail. Ce type d'acteurs, parce qu'ils se sont dit, comme on a une rente hydronucléaire, ça ne sert à rien de s'embêter à faire ce que nous, on a dû faire, c'est-à-dire à créer une espèce de concurrence un peu artificielle autour de ça. Après, au-delà de mon fameux truc du $30, ils ont quand même une régulation du prix une régulation du prix de la gestion qui est plus ouverte. Et je pense que c'est intéressant parce que souvent on ne fait que les benchmarks européens. Alors le problème du benchmark européen, c'est qu'on est un peu les seuls à être nucléaires. Donc du coup les autres États, c'est moins intéressant. On a un peu tous la même régulation parce que c'était quand même assez unifié, alors que les États-Unis ont des modes de régulation différentes. Et on le voit que quand même, au moins sur la régulation de prix, je m'excuse de ne parler que du prix là ici, sur le prix du nucléaire et la gestion du nucléaire,
Finalement, la France a été un grand succès en termes de création de l'outil, mais sur la gestion en sens large et du prix, il y a probablement des modes de régulation américains qui ont été plus intéressants. Oui, moi, si je peux me permettre de revenir sur 2 points notamment qui ont été dans l'introduction du président, mais que vous n'avez pratiquement pas abordé, c'est la fiscalité. Hein. On parlait de TURPLA, mais aussi de l'ensemble de la fiscalité. Moi, j'aimerais bien entendre votre point de vue sur le sujet, parce que c'est quand même une composante du prix qui n'est pas négligeable. Il n'y a pas que le coût complet et les investissements à venir, mais il y a quand même la partie fiscalité. Et puis, sur les outils qui peuvent permettre une meilleure régulation, plus de sobriété, plus d'efficacité des consommations, c'est l'information que l'on peut obtenir. Et aujourd'hui, comme le disait le président, en fait, on ne peut obtenir l'information que si le client accepte de le faire. Donc, et finalement, on s'aperçoit qu'il n'y en a pas beaucoup qui font cette démarche-là. Est-ce qu'on ne pourrait pas être dans l'autre sens, dans le fait que c'est transmis systématiquement, sauf opposition du client, qui dit non, moi je ne souhaite pas que ma consommation aille. Voilà. Quel est votre point de vue là-dessus? Alors, sur la fiscalité, tout d'abord, globalement, la fiscalité, c'était de l'ordre du tiers de la facture d'électricité. Donc il y avait des taxes spécifiques évidemment qui pèsent sur la facture des consommateurs, en plus qui comprennent pas grand-chose. C'est aussi une question de les consommateurs sachent à quoi servent finalement les taxes et contributions. Par exemple, quand ils lisent sur leur facture contribution tarifaire d'acheminement, ils se disent bon je paye le réseau. Non, contribution tarifaire d'acheminement, c'est pas du tout pour ça, c'est pour un régime spécial de retraite des électriciens. Donc voilà, il y a quand même une question de savoir à quoi sert l'argent, que les consommateurs doivent savoir quelles sont la destination des taxes et plus largement des contributions, et que notamment sur la CSPE, que ça dûment fléché pour par exemple le développement des énergies renouvelables. Sur le principe d'une fiscalité spécifique sur l'énergie, on n'avait pas de problème majeur, si tant est évidemment qu'elle ne croisse pas au-delà du raisonnable. Là, on avait un petit point, alors qui n'avait pas un impact extraordinaire sur les factures, mais c'était quand même, ça participait de l'acceptabilité des taxes et le fait que les taxes et contributions spécifiques étaient assujetties à la TVA. On s'est dit, on ne comprend pas très bien pourquoi vous payez de la TVA sur la CTA. On ne voit pas très bien quelle est la valeur ajoutée. Alors on voit bien quelle est la valeur ajoutée, l'intérêt pour les finances publiques. Donc, mais pour les consommateurs, c'était plus problématique. Dans un contexte évidemment de hausse de prix, il y a une vigilance, une attention plus importante qui est faite par les consommateurs sur le niveau et la pertinence de la fiscalité. On l'a vu, ce mouvement des gilets jaunes. Donc nous, on plaidait plutôt pour la fin de la mise en place de la TVA sur les autres taxes et contributions. Aujourd'hui, on voit que cette fiscalité a été un petit peu baissée, même encore beaucoup baissée d'ailleurs pour compenser, on va dire les choses, la hausse des prix, mais qui était en lien avec un défaut de régulation. Là, il y a quand même une problématique à la rétablir, c'est-à-dire qu'on rajoute, selon nous, une augmentation qui est déjà très importante. Quand on entend le ministre de l'économie dire on arrête le bouclier parce que les prix de l'électricité reviennent à la normale. Non, les prix de l'électricité ne reviennent pas à la normale. Ils atteignent aujourd'hui un plus haut niveau historique dans un contexte de pouvoir d'achat sous tension des consommateurs, parce que tout augmente, mais on voit bien ainsi les augmentations, notamment sur l'alimentaire, c'est-à-dire 2 dépenses contraintes, en grande partie, l'alimentaire et l'énergie. Donc on considère que augmenter la fiscalité dans ces conditions, ou la rétablir en tout cas, n'était pas opportun. Sur l'information du client, alors nous très clairement, le C'est que choisir, on est... Président, je peux demander une précision sur ce qu'il vient de dire avant que Oui. Bien sûr. Quand vous parlez de Avec le micro, Victoire. Je serai bref. Quand vous parlez de l'empilement de taxes, la TVA porte sur la taxe départementale, la taxe communale, chez moi l'octroi de mer. Tout ça, la TVA, l'assiette comprend tout ça.
Absolument, oui. Et ça a pu un vrai débat. Voilà, et donc c'est c'est un problème, une problématique aussi qu'on a évidemment sur les carburants. Donc, Et il y a peut-être aussi la CSPE, ce qu'on appelait la CSPE. oui, aussi. il y a tout. Tout Faut ça, pas la compliquer, TVA, tout pour- entre dans le tout champ dans la TVA. Ouais, C'est-à-dire, ça, c'est pas normal. donc voilà, il y avait ces questions. Enfin, il y a aussi vraiment une question de consentement à l'impôt et aux taxes, et ce qui est quand même très important. Sur le compteur Linky, il donnait nous très clairement la position de Laisser Choisir, c'est sur l'opt-in. On veut laisser la possibilité, le soin au consommateur de transmettre ses données pour son usage personnel s'il le souhaite. Après, il y a la question de la qualité des données qui sont fournies une fois qu'il a donné son consentement. Par exemple, aujourd'hui, on évoquait le TURP et puis les options tarifaires choisies par les consommateurs. On voit bien qu'il y a une évolution des prix de l'abonnement selon les options tarifaires qui sont différentes. Les options heure creuse, heure pleine, ça évolue différemment. Les prix des abonnements base ou heure creuse, heure pleine aussi ont évolué. Et puis, ce qui fait les plages horaires aussi, heure creuse, heure pleine, ont évolué. C'est-à-dire qu'un consommateur qui a souscrit, par exemple, un contrat base il y a quelques années, peut-être qu'aujourd'hui, au regard des évolutions tarifaires, une offre heure creuse, heure pleine, en plus, qui est au regard, sans même rien changer à sa consommation, est plus intéressante. Aujourd'hui, sauf erreur de ma part, il n'y a pas cette précision qui est fournie sur le site du gestionnaire. C'est-à-dire qu'on a la consommation au pas horaire, mais il n'y a pas d'informations, par exemple, sur la consommation plage heure creuse, plage heure pleine. Oui, 20 centimes pour l'heure creuse et 27 centimes pour l'heure pleine. Oui, ça c'est le prix. Non, ça c'est sur le prix. Il donne la consommation. Mais sur la consommation, c'est-à-dire que moi, par exemple, si je suis en base, je veux savoir combien j'aurais payé si j'étais en heure creuse, heure pleine, pour pouvoir comparer, me dire peut-être qu'il y a des économies à faire, mais il n'a pas l'information. Ou alors il faut qu'il la reconstitue de manière assez difficile. Donc il y a une question de qualité de l'information. Nous, on est, c'est notre position pour que ce soit le consommateur qui ait la liberté de transmettre ou non ses données de consommation au gestionnaire. Vous pensez pas que ça serait mieux quand même Vous pensez pas que ça serait mieux quand même que ça pour pouvoir mieux réguler et puis pousser à la sobriété, avoir des tarifs plus incitatifs, ça serait pas mieux quand même que ça soit la règle, ça soit la transmission, la possibilité d'utiliser ces données, sauf si le consommateur s'y oppose. Non, mais aujourd'hui on peut le faire. Le consommateur, à titre individuel, peut le savoir. Mais en fait, on a assez peu de consommateurs parce que d'abord ils le savent pas beaucoup, et puis du coup ils font pas forcément la démarche. Et on a assez peu de données, ce qui ne permet pas forcément de faire une bonne régulation. Vous, j'ai noté, mais je pense que là-dessus, vous pourriez peut-être évoluer. Je soumettrai ça à notre conseil d'administration. Mais très clairement, il y a aussi une question de pédagogie, c'est-à-dire de pédagogie à faire. Pourquoi partir du principe qu'il faut donner tout et c'est sûr que même si on donne tout, il faudra de toute façon dire aux consommateurs, vous, concrètement, allez voir par rapport à votre consommation, qui est l'option tarifaire la plus intéressante. De toute façon, il faut faire cet exercice de pertinence des données traitées par le gestionnaire pour savoir quelle est la meilleure option tarifaire pour le consommateur au regard de sa consommation. Et ça peut être une information qui soit émane directement du gestionnaire ou transite via le fournisseur si le consommateur a autorisé la transmission de ces données. Monsieur Carlier. Oui, après je donne la parole à M. Salmon. Allez-y. Alors bon, sur la fiscalité, pour partie, le niveau des prélèvements obligatoires échappe un peu au débat consumériste. C'est vrai que quand même, malgré tout, l'électricité est devenue quand même un bien fortement taxé alors que c'est un bien essentiel. Donc c'est vrai que il nous semble que c'est monté quand même bien haut. Ma seule autre remarque que je ferai, c'est en termes de ce qu'on appelle de discrimination de filière. Je suis un peu rouillé là-dessus, mais si on regarde la fiscalité de l'électricité et la fiscalité du gaz, je suis pas sûr que l'électricité soit gagnante, ce qui me paraît relativement pas logique. Bon, ça c'est ma remarque principale. Sur les questions de ce que vous dites sur on est pour l'optimisation de la consommation. Il y a un problème de pointe de consommation en France, qui est relativement spécifique à la consommation électrique. Et donc, c'est vrai qu'il y a un effort à faire. Alors, en fait, je vais vous dire, forcément, avec les associations de consommateurs, vous êtes avec des gens qui défendent le consentement, toujours. Ça fait partie des choses. C'est comme nous demander d'adhérer au chèque payant, quoi. Je veux dire, faut pas trop quand même nous brusquer. Disons que pour essayer de résoudre ça, il faudrait en fait, tout le monde
se dit, il y a un méga potentiel. Alors, j'ai entendu tous les discours, j'ai eu toutes les présentations sur il y a un méga potentiel. Est-ce qu'il y a vraiment des offres qui pourraient bien marcher ? J'ai quand même un peu un léger doute. C'est parce que là, vous avez quand même quelques grands fournisseurs alternatifs qui ont des clients depuis pas mal d'années, enfin qui ont quand même une certaine profondeur. Donc déjà sur leur parc, ils ont de quoi faire des offres, mais pour l'instant, ça marche pas tant que ça en fait. Il n'y a pas tellement, entre guillemets, je vais le dire, ils n'ont pas trouvé un business encore, enfin un business, quelque chose qui trouve une demande qui soit si intéressante que ça. J'ai un peu la seule chose qui a été, ça a été la relance de Tempo. Bon, en partie parce qu'ils l'ont mis vraiment bas, au passage. C'était un peu ça le sens de la manœuvre. Mais je ne suis pas si sûr. Et quand on regarde à l'étranger, c'est pareil. Il y a une sorte un peu une fièvre autour de tout ce qui est smart en termes d'offres. Est-ce qu'il y a tant d'appétence que ça? Parce qu'en réalité, le gain n'est pas énorme, en fait. C'est ça le truc. Vous voyez, on parle de trucs souvent où vous gagnez 30 €, des choses comme ça. Bon. Voilà, je ferme le débat là-dessus. Ce que je voulais quand même simplement dire aussi sur tout ce qui est réseau, Turp et compagnie. Alors, la problématique est beaucoup plus abyssale sur le gaz que pour l'électricité. C'est quand il y a baisse de consommation. Alors, on veut tous baisse de consommation, donc là-dessus c'est consensuel. Effectivement, on a cette espèce d'équation, mais attention à l'équation, qui est de dire baisse de consommation et le réseau est fixe, donc le prix monte. Vous avez baisse de consommation, donc comme le réseau, lui, est ce qu'il est, le prix monte. Les élus qui sont en milieu urbain le savent pour l'eau potable, puisque la consommation d'eau potable, quand on n'a pas de gain démographique, elle baisse depuis pas mal d'années, et donc il y a toujours cette histoire de dire, avec la baisse de consommation, qu'est-ce que je fais au niveau du prix ? Alors, pour le gaz, ça va être un méga sujet. Comme je dis toujours, la dernière copropriété qui sera adhérente, qui sera abonnée au gaz, elle sera censée payer tout le réseau. C'est un truc quand même incroyable. Bon, pour l'électricité, on n'en est pas là, parce que l'électricité a de l'avenir, on va dire, plus que le gaz, logiquement. Malgré tout, il y aura baisse de conso. Alors forcément, ça va faire accroître le tarif du Turp. Ça, je veux dire, je serais déraisonnable de dire il ne faut pas. Attention quand même, d'une part, l'expérience que l'on a justement dans l'eau, c'est aussi, ça génère aussi des gains de productivité. Il y a quand même des grandes collectivités qui, avec la baisse de consommation d'eau, elles sont allées chercher des gains de productivité pour tasser un peu quand même la hausse tarifaire. C'est aussi, attention aux opérateurs, c'est que si on augmente trop le Turp, ça va remettre en cause le modèle de gestion centralisée à un moment. Alors, est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est mal? Alors là-dessus, c'est-à-dire, qu'est-ce que vous c'est-à-dire que, évidemment, si le coût du transport ne cesse de croître, tout ce qui est décentralisé sera plus intéressant. Bon. C'est-à-dire que le modèle français, gestion centralisée, timbre-poste aussi, on paye tous le même accès au réseau, évidemment, sera fragilisé au fur et à mesure qu'on augmente le Turp. Alors, certains diront que c'est une bonne chose, c'est pas ce que je dirais moi, c'est pas ce que je dirais, mais il faut quand même le signaler. Bon voilà, il y a un équilibre effectivement à trouver sur cette question de tarification réseau. Peut-être, non. Je vais laisser... Oui, merci. Juste pour revenir sur Linky, les associations de consommateurs, avant la mise en place, demandaient un compteur déporté, pour que le citoyen consommateur ait une vision de sa consommation à des fins à la fois de sobriété et d'écréter les pointes, et puis à des fins aussi, bien entendu, d'un coût moindre pour lui. Donc j'aimerais bien avoir votre position sur, si vous le demandez toujours, ce compteur déporté, et puis sinon, de ce qui ressort de nos échanges, pas seulement, mais c'est vraiment le coût, enfin ça je dis ça aussi pour mes collègues, c'est le coût du mégawattheure nucléaire. Est-ce que le juste prix dont vous parlez, est-ce que c'est les $30 que vous annoncez pour les USA ou les 120 livres pour Hinkley Point? C'est ça, la question, elle est là. Vous voyez qu'il y a un x4. C'est quoi le juste prix là-dedans? Et quand on prend le nucléaire, il faut aller de A à Z, c'est-à-dire il faut aller de l'extraction du minerai au Niger avec l'opération Barkhane qui était plus ou moins en lien avec ça, en passant par l'enrichissement qui se fait à l'heure actuelle pour pratiquement moitié en Russie, en passant par les centrales, et puis derrière le retraitement à La Hague, et puis l'enfouissement pour finir. Sans parler des assurances
en cas d'accident majeur. Donc, il faut avoir tout ça dans le coût du nucléaire. Et je pense que c'est peut-être quelque chose sur lequel on doit encore nous travailler pour avoir un peu la vérité des prix, même si ça va être très difficile, parce qu'on pourrait l'avoir a posteriori pour les 40 ans qui se sont écoulés, parce que là, on sait à peu près, même si on a pas mal d'incertitudes sur le démantèlement. Là, on va être obligé d'aller sur un grand carénage donc, qui est estimé à 50, 60, 70 milliards pour faire durer ces centrales nucléaires. Et puis derrière, le nouveau nucléaire, alors là, c'est le grand point d'interrogation. Quand on voit que le PR1 est passé de 3 milliards à 12 milliards et plus 18, 20 milliards si on compte les coûts financiers. Donc on a là un spectre très large. Et savoir quel est le juste prix du nucléaire aujourd'hui, pour moi, c'est une inconnue, parce que pendant très longtemps, on l'a présenté comme peu cher et l'ARENH était censée couvrir largement les coûts. Et aujourd'hui, je vous entends bien, EDF serait un mauvais gestionnaire, mais ça serait vraiment parce qu'il ferait porter des coûts importants au mégawattheure chez le consommateur. Mais par contre, il est endetté. Donc, où va l'argent à ce moment-là? Là aussi, il y a une vraie question, puisque un bon gestionnaire, normalement, doit engranger un peu de bénéfices, ou alors, je n'y comprends rien. Donc voilà, il y a moult questions. Il faudra peut-être faire un historique de la dette d'EDF. Vous vouliez peut-être répondre sur la partie nucléaire, mais sur le compteur déporté. Nous, très clairement, c'était une demande de départ de l'UFC-Que Choisir, c'est le compteur déporté. En plus, c'était une demande, mais qui était en lien en plus avec de promesses qui avaient été faites. Et voilà, ce sera un outil qui sera utile pour le consommateur. Et l'utilité est passée par le compteur déporté et aussi par des informations pas techniques comme celles qui sont actuellement accessibles, mais sur le coût de la consommation en temps réel. Et ça, on l'a pas. Donc on l'a pas dans un dispositif qui pourtant a été payé par les consommateurs. Et s'ils veulent avoir l'information, il faut qu'ils prennent des dispositifs payants déployés par des tiers. Donc on voit bien qu'il y a un problème finalement d'intérêt réel pour le consommateur chez lui de manière simple d'avoir accès à l'information. Et on demande toujours la mise en place de ce compteur, mais de toute façon, il est objectivement enterré, hein, donc on peut toujours le demander, mais ça relève aujourd'hui du vœu pieux. J'avais le point aussi sur le TURP qui est important, donc on voit bien qu'il y a une augmentation très importante des frais de réseau, en tout cas des coûts, des prix payés par les consommateurs, et là on rejoint quand même la question aussi du monopole. Il ne faut pas oublier qu'il y a un monopole de fait Denis, sur une grande partie en tout cas du réseau hors ELD. Et qui a quand même eu un rapport de la Cour des comptes l'année dernière qui sous-entendait qu'il y avait quand même peut-être des problématiques sur les modes de calcul, sur l'égalité des modes de calcul du TURP. Quand on voit qu'un opérateur qui est en monopole, qui de fait prend aucun risque, parce qu'il répercute sur le particulier les coûts qui pèsent pour le réseau, on se demande pourquoi... C'est forcément un monopole, monsieur. Oui, non, mais justement, il n'y a pas de souci avec cette question. Ah, mais oui. je dis, mais puisque c'est un monopole, que le gestionnaire a l'assurance de pouvoir répercuter sur la facture des consommateurs les coûts, pourquoi assurer ce même gestionnaire des marges très importantes? Et on voit bien qu'il y a eu des marges très importantes réalisées par Enedis qui sont remontées à EDF, à la maison mère, et puis derrière l'État. Et donc, on retombe sur la problématique de payer le prix juste. Payer un réseau, finalement, pour les coûts engendrés, c'est la moindre des choses, bien entendu, mais assurer à Enedis et in fine à l'État des rentrées d'argent très substantielles payées par les consommateurs, qui trouvent sans justification véritable, ça nous interroge. Sur le coût du nucléaire, pour essayer d'abord, je rassure Monsieur le Sénateur sur le fait que la CLCV, d'ailleurs l'UFC-Que Choisir, on a toujours essayé de venir soutenir la filière. Mais bon, c'est pas grave. Moi, ce que je pense, c'est il y a le nucléaire historique et le nouveau nucléaire. Et donc, là où on peut pas mal objectiver les choses, c'est sur le nucléaire historique. C'est pour ça que d'ailleurs il ne faut pas mettre les deux dans un même prix. Cette espèce de prix global à 70-78 qui mélangeait tout, une sorte de, si je peux dire, de titrisation de trucs nucléaires. Non. Sur le prix de l'historique, bon, on a les exemples étrangers. On peut penser que 42 € c'était devenu pas assez cher. Je vous le dis,
Moi, au-delà de 50, je vois pas, hein, franchement. Sur le nucléaire historique, bon, je vois pas. Bon. Il y a des coûts à venir sur le nucléaire historique de prolongation. Oui, mais il est amorti quand même. C'est de l'amorti hein, aussi quand même. Alors après, oui, on reload de l'investissement, mais quand même. Il y en a un peu quand même. Enfin bon, je vous donne un point de vue. Je vous donne un point de vue qui fait pas autorité. Je veux dire, mais je vous donne ce point de vue. Le truc, c'est que après, c'est que il peut avoir des problèmes effectivement de disponibilité et de gestion. C'est-à-dire quand on dit les comptes d'EDF sont pas bons alors que, c'est parce qu'il y a des problèmes de disponibilité. S'il y a des problèmes de disponibilité, là après, il faut qu'il y ait un partage entre guillemets des surcoûts forcément entre le consommateur et l'exploitant. C'est la logique. Ça c'est pour le nucléaire historique. Vous voyez, bon, je vous mets un chiffre, mais je veux dire, de toute façon, mais c'est à peu près pour vous donner les purs. Ça sera dans le compte rendu. Il sera dans le compte rendu. C'est une estimation, comme ça on peut dire que je mens puisque je me suis engagé à dire la vérité. Ce n'est qu'une estimation. Après, c'est sûr que sur les nouveaux ouvrages, c'est toujours plus compliqué. C'est pour ça d'ailleurs qu'il vaut mieux essayer d'objectiver un petit peu une fourchette du nucléaire historique. Sur les nouveaux ouvrages, j'ai envie de dire que c'est plutôt la vérité économique du moment. C'est à un moment où l'ouvrage sort. Est-ce qu'il est dans l'épure du contexte économique, raisonnablement, ou est-ce qu'il n'est pas du tout? Bon, c'est sûr, et c'est évidemment l'enjeu de la baisse de prix. C'est que tout d'un coup, même si après on peut dire on va faire des mesures de soutien pour que ça tienne, parce qu'en ce moment les prix sont bas, mais si ça sort à un niveau de prix qui est vraiment très déconnecté de l'environnement, c'est juste pas possible en fait. Ça se fait pas. Bon. Donc j'ai envie de dire, on peut objectiver une fourchette pour le nucléaire historique en fonction des comparaisons européennes, du point de départ qu'on a à 42. S'il y a des problèmes de disponibilité, il y a un partage équitable, c'est normal, entre les deux, hein, clients et fournisseurs et producteurs du surcoût. Et puis pour les nouveaux ouvrages, je pense que c'est pour ça qu'il faut attendre que l'ouvrage sorte, parce que c'est à ce moment-là quand même qu'il y a une vérité des coûts. Alors évidemment, il y a une prise de risque qui est prise sur l'investissement, mais j'ai envie de dire, la prise de risque de l'investissement, ça fait aussi partie de la vie économique quand même. Voilà ce que je peux dire. Bon, c'est pas facile, hein, c'est pas facile. Ok, c'est bon. On a terminé. Merci beaucoup pour cet échange.